Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la suite du grand chapitre qu'on a abordé l'autre fois, qui est le chapitre de l'unité de production, effort, puissance et durée de vie des outils de coupe. On a terminé les efforts de coupe et la puissance de coupe, et on va maintenant aborder la durée de vie des outils de coupe. Alors, pour la durée de vie des outils de coupe, on va faire un petit rappel concernant d'abord l'effort et la puissance, puisque ces deux choses-là, avec ces deux choses-là, on va évidemment avoir des questions là-dessus par la suite. Donc, pour faire le petit rappel, il faut se rappeler du calcul de l'effort de coupe, qui est généralement donné en fonction de KC, de la pression spécifique, de l'avance et de la profondeur de passe. Puis, par la suite, se rappeler aussi de la puissance de coupe, qui est en fonction aussi de l'effort de coupe fois la vitesse, et ainsi de suite. Donc, suivant ces exercices-là, on peut aller directement à la durée de vie. Et la durée de vie, c'est très important. Comme c'est une leçon qui est très importante, elle nous donne une idée, elle nous permet de calculer la durée à laquelle notre outil va résister. D'accord? Et on va parler maintenant de ça, si vous voulez. Donc, premièrement, vous avez la mise en situation. On sait que quand un outil veut usiner, la partie active, normalement, elle est sollicitée à des efforts mécaniques ou à des sollicitations mécaniques et en même temps thermiques qui aboutissent par la suite à une usure qui provoque finalement une usure. Une usure, ça veut dire l'outil ne peut pas couper. D'accord? On va lire attentivement ce petit passage qui va nous guider pour faire et chercher les critères associés à cette usure. Donc, la partie active d'un outil lors d'un usinage par rapport à la pièce et au copeau est soumise à des sollicitations mécaniques et thermiques très importantes qui provoquent l'usure de l'outil. La qualité de travail de ce dernier dépend de son degré d'usure. Ça, c'est très important. Le degré d'usure, parce que l'usure, elle a des degrés. Premièrement, il peut être moyenne, faible, puis elle augmente jusqu'à arrêt, jusqu'à la mort, si vous voulez, de l'outil, qui influence directement. Alors, ce degré d'usure, qu'est-ce qu'il va influencer? Il va influencer la qualité de la surface usinée, la tenue de l'outil et la puissance nécessaire à la coupe. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que les deux chapitres sont liés, les trois plutôt chapitres sont liés, l'effort, puissance et durée. Donc, ça influe directement sur la puissance. À un certain degré d'usure, il y a destruction de l'arête, c'est-à-dire l'arête ne peut plus couper, qui provoque l'arrêt de coupe. La durée de vie d'un outil sera donc liée à ce degré d'usure. Donc, c'est le degré d'usure qui va nous permettre de parler de cette durée de vie. Alors, maintenant, on va parler des types d'usure. Alors, les usures d'un outil, ils sont deux. Alors, il y a l'usure en cratère KT, il y a l'usure en dépouille VB. L'usure en cratère, elle est due au frottement du copeau sur la face de coupe. Alors, quand vous commencez à usiner, le copeau qui se détache de la pièce, il frotte la surface. Donc, il frotte la surface et il nous donne directement le KT. Puis vous avez l'usure VB. Il frotte évidemment sur la face de coupe, qui nous donne cette usure liée KT. Puis vous avez l'usure en dépouille VB. Il est dû au frottement de la pièce sur la face de dépouille. La pièce, elle frotte normalement sur les deux faces, face en dépouille et la face de coupe. Et elle nous donne ces deux types d'usure. Maintenant, vous avez un critère ou une norme. Alors, la norme, il préconise de fixer cette usure à 0,3 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que là, vous remarquez que vous avez plusieurs
niveau d'usure au niveau de la face de dépouille, et la normale, ou la norme, si vous voulez, la norme, hein, il préconise de fixer le 0,3 comme critère d'usure sur lequel on va faire une expérience. Alors, notre expérience va nous donner des lois, que nous, on doit exploiter par la suite pour comprendre comment M. Taylor a pu réaliser la loi qui est simplifiée, parce que nous, on ne va pas parler de la loi généralisée, qui injecte en même temps la profondeur de passe et l'avance. On va se contenter de la loi simplifiée. Alors, on va essayer de lire tout le texte, évidemment, et essayer de comprendre le petit schéma qui se trouve à droite. Premièrement, vous avez des vitesses. Vous avez plusieurs vitesses ici. Vitesse 200 mm par minute. Vous avez 300, 200, 170, 150, 120 plutôt, et 80. Donc, vous avez 5 vitesses différentes. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que quand vous travaillez avec un outil avec une grande vitesse, le temps qui est ici, le temps de sa durée de vie, il est inférieur. Une fois que vous vous éloignez de cette valeur, c'est-à-dire vous descendez, l'outil peut vivre encore plus, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière courbe. Ceci montre que votre outil est influencé par la valeur de la vitesse de coupe. Plus la vitesse de coupe est grande, plus sa durée de vie est plus petite. Et on aura par la suite une loi, si vous voulez, qu'on verra tout à l'heure comment a été démontré. On va lire maintenant le petit texte. La loi d'usure représente la variation de temps de coupe T en fonction des conditions géométriques et cinématiques de l'usinage. Pour établir cette loi, on fait des essais normalisés. Donc là, les essais, c'est les courbes qu'on a sur notre schéma. Sur un acier C48, avec un outil plaquette rapporté en carbure, P30, dans les conditions suivantes. On a fixé la profondeur de passe, qui est 1 mm, l'avance en millimètres par tour, et notre vitesse qui varie de 80 jusqu'à 300. Les mesures d'usure doivent être d'outils, seront faites avec une lunette microscopique. Donc pour mesurer ça, on mesure avec une lunette microscopique à faible grossissement 40 fois. Et pour le VB, avec un comparateur à touche conique, ça c'est seulement les outils avec lesquels on prélève les deux critères d'usure. D'accord? La courbe expérimentale, on va maintenant parler des courbes expérimentales pour une fixation de 0,3, puisque c'est la norme qui nous oblige de fixer ça à 0,3. Donc à 0,3, on va essayer maintenant de chercher, de reporter les valeurs, c'est-à-dire les couples. Alors, en retenant VB à 0,3 comme critère, qui est une valeur donnée par la norme, on peut, à partir de ces valeurs expérimentales, déduire les temps effectifs de coupe T correspondant et les rapporter sur un autre graphe T en fonction de VC. Donc, si je fixe sur ce schéma mon critère à 0,3, je remarque que pour la première vitesse, j'ai le premier temps. La deuxième vitesse, j'ai le deuxième temps. Troisième vitesse, j'ai troisième, et ainsi de suite. Et je vais noter ça sous forme de couple. T1, V1, T2, V2, etc. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, le temps effectif, ou le temps effectif de coupe T correspond au temps qui conduit à l'usure limite, défini par le critère. Donc, le temps effectif, c'est sans S, bien sûr. Donc, évolution de l'usure en fonction de VC. Et qu'est-ce qu'on va remarquer par la suite? Quand je vais rapporter tous les couples dont j'ai parlé tout à l'heure, je remarque que j'ai une courbe qui est en rouge sur le schéma
sur le petit schéma ici, sur le graphe. Donc j'ai une courbe qui a cette valeur et qui comporte 3 zones, zone AB, zone BC et zone CD. Ces trois zones, on verra que avec ces 3 zones, je peux travailler, le monsieur qui est M. Taylor, a insisté sur une de ces 3 zones. Et il a trouvé la loi, bien sûr. Il a travaillé sur la zone CD, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, on va lire ce qui est écrit ici. Alors, on obtient les 3 zones. La zone AB, elle est à faible vitesse, donc l'usure croît avec VC. Maintenant, l'usure, il croît, donc on ne peut pas l'utiliser. La zone BC, elle est aussi faible vitesse, l'usure se stabilise et non utilisée, mais la dernière zone, on voit que l'usure, il croît quasi linéairement avec VC. Et l'usure, il croît, se forme, c'est une courbe qui est presque une ligne. Ce n'est pas une ligne parfaite, mais le monsieur, il s'est débrouillé de faire passer une ligne par cette courbe. Il a essayé de faire passer une ligne et il a appelé ça, cette ligne s'appelle droite de Taylor. Donc, qui a la forme normalement, puisque une droite elle a la forme de y égale à x plus b. Et en reportant à échelle logarithmique, on peut obtenir, on aura la formule log de y égale a log x plus log b. Maintenant, on va essayer d'exploiter ça mathématiquement. Et qu'est-ce qu'on aura? Alors, notre droite, elle est là. C'est la droite de la zone CD, puisque la zone AB et BC sont annulées. Et on voit que vous avez un angle alpha. Alors, l'angle alpha, c'est l'angle, ça s'appelle la pente. Et cette pente est égale à la tangente de alpha. D'accord? Et en même temps, non, plutôt le alpha c'est la tangente de alpha, c'est la pente. La tangente de alpha, c'est la pente. Ce n'est pas le alpha qui est la pente, bien sûr. N c'est la pente. Et CV égale à T pour V égale à 1 mètre par minute. Ça, c'est aussi une exception. On verra tout à l'heure comment ça se calcule. Alors, pour notre modèle qui est celui de tout à l'heure, le modèle associé à la droite de Taylor peut s'écrire T égale CV multiplié par VC à la puissance n. T, c'est la durée. C, c'est une constante. D'accord? CV, c'est une constante, très simple. VC, c'est la vitesse de coupe. N, c'est une deuxième constante. Et on verra le CV et le N qui sont là. Les deux, ils sont limités par des valeurs, évidemment. Alors, N, c'est la pente de la droite de Taylor. Et cette pente, normalement, égale à la tangente de alpha. Égale à la tangente de alpha. Alors, le alpha, c'est l'angle que vous avez ici. Sa tangente, elle va me donner n. Comment je vais obtenir cette tangente? Cette tangente, normalement, c'est moins y sur x. Et comment j'ai obtenu le signe moins? Normalement, il y a un petit truc de trigonométrie. Si vous prenez, par exemple, le cercle trigonométrique, et vous faites un angle qui dépasse le pi sur 2, vous remarquez que sa tangente, il est au-dessous, en bas, puisque la tangente, c'est une droite qui est tangente au cercle. D'accord? Donc, vous verrez que sa tangente, elle est en bas, ce qui donne tangente d'un pi moins alpha égale à moins tangente alpha. D'où le signe négatif que nous avons là. Et là, c'est le petit rappel qui est écrit évidemment là. Et en même temps, on a log de T2 moins log de T1 divisé par log de V2 moins log de V1. Alors ça, on l'obtient évidemment, on obtient ça en fonction du triangle que nous avons ici. Le triangle que nous avons là est limité par le temps. Le temps T1 et le temps T2. Le temps T2, il est là. Le T1, il est là. Non, plutôt, ça c'est le T2, ça c'est le T1.
Et puis on a le V2 et le V1. Et quand je vais soustraire évidemment T2 moins T1, T2 moins T1 sur log de V2 moins T1, moins V1, pardon, j'obtiens la pente. Donc la pente, il y a plusieurs manières de chercher la pente. Il y a plusieurs méthodes pour chercher la pente. Soit la chercher avec la tangente, soit la chercher directement avec les valeurs. Et normalement, elle est cherchée avec les valeurs, évidemment. Parce que on fait, avec le modèle de Taylor, on donne les deux vitesses, les deux temps, et on peut aller déduire directement n. N, évidemment, elle est injectée dans la formule. Une fois on a n, et on cherche CV, et une fois on a CV et n, on peut, avec une vitesse donnée, trouver sa durée de vie, c'est-à-dire la durée de vie de l'outil. Donc, tout est détaillé ici. Il y a une exception. Il y a un petit truc ici auquel il faut faire aussi attention. Si CT est l'abscisse de l'origine à la droite de Taylor, CV elle est égale à CT à la puissance moins n. Ça aussi, au cas où on vous donne CT. CT, c'est le point ici. C'est le point de coïncidence à l'abscisse ici. On appelle ça l'abscisse à l'origine. Donc, il est là notre CT. Si on a CT ici, on peut déduire CV en faisant la formule que nous avons là. Ça aussi, c'est très important. On peut rencontrer des exercices, les films, le truc. D'accord? Maintenant, on va essayer de déterminer algébriquement et graphiquement la droite de Taylor. Avec des exercices, évidemment. Ce sont des exercices. Donc, exercice numéro 1. Une entreprise désire connaître les paramètres CV et N de la loi Taylor, la loi d'usure T égale CV multiplié par VC à la puissance N, lié à l'usinage de l'une de ces pièces. Afin de gagner du temps, elle ne réalise que quelques essais qui donnent les résultats suivants. Pour VC, pour la vitesse de 600, on a 600 mètres par minute. Le temps, 15 minutes. Et une deuxième vitesse de 300, on a 300 mètres par minute et T égale 67 minutes. Le couple de données, on a des couples là, on peut, en fonction de ça, obtenir des couples. À la première égalité, 15, ça c'est T, premier temps, 15, égale à la constante CV multipliée par 600, la vitesse, 600 à la puissance n. Donc on a la première inéquation. Donc première équation, elle va nous donner ça. Et on va la loguer. Donc lorsqu'on va obtenir le log de ça, évidemment log de A fois B, ça va nous donner le plus. D'accord? Donc on obtient log de CV plus n log de 600, puisque le n il va descendre là. D'accord? Même chose pour le deuxième. Première équation, on va l'appeler A. La deuxième, on va l'appeler B. Donc 67, c'est pour la deuxième valeur de T. D'accord? Et pour la vitesse de 300. D'accord? Pour la vitesse de 300. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pour 67 la valeur de la première équation. Pour le 15, on obtient deuxième équation. Maintenant, on a deux inconnus et on a deux équations. Donc, il est possible de chercher maintenant N et CV, soit en divisant A par B, soit on fait la soustraction entre les deux. Donc, il y a possibilité de ces deux cas. Et moi, j'ai essayé de faire deux exercices différents. Premièrement, on fait la soustraction et un deuxième exercice auquel on fait la division pour vous montrer qu'il y a possibilité de faire les deux. Qu'est-ce qu'on obtient? Quand je prends le A, c'est-à-dire première inéquation, et je soustrais de A, B de A, j'obtiens log de 15 moins log de 67 égale à n log de 600 sur log de 300. Moins log de 300, pardon. Et n devient évidemment n égale à tout ça divisé par l'ensemble
n égale normalement, c'est ça, log de 15 moins log de 67 divisé par tout ça, d'accord? Et ça va donner le n moins 2,16. Donc notre n, il est à moins 2,16. Détermination maintenant de CV. Il suffit, une fois on a n, il suffit d'injecter ça, flux une des formules, soit flux A, soit flux B. On a choisi le A, et on a obtenu CV égale à 15,03 multiplié par 10 puissance 6. Alors vous remarquez que n et CV, ils ont des limites. Ils sont là. N, il est limité par moins 8 et moins 1. Le CV aussi, il est limité par 10 puissance 4 et 10 puissance 14. Quand vous trouvez des résultats qui ne sont pas dans ces limites, ça veut dire que vous avez fait une erreur. Donc, il faut faire attention à ça. Ça, c'est très important. Lorsque vous calculez, évidemment, le N et le CV. Une fois on a trouvé notre CV, maintenant, on peut exploiter pour une vitesse de, par exemple, de 1000. T dièle 1000, en fonction évidemment de VC, elle va nous donner quoi? Elle va nous donner C multiplié par la vitesse de 1000 multiplié à la puissance 10 à la puissance moins 2,16 et qui va nous donner 15,03, c'est-à-dire la constante qu'on a trouvée tout à l'heure, multiplié par 1000, puisque 1000 c'est la vitesse qui est demandée, et à la puissance n qui est égale à moins 2,16. Et on obtient 98. Normalement, les choses qui sont en rouge, ici, sont laissées aux élèves. C'est aux élèves de les compléter. Moi, je donne directement ça pour montrer à nos élèves comment ça marche. Et là, on va passer à un deuxième exercice. Alors, exercice numéro 2. Ça, c'est extrait d'un examen national. Et qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné comme tâche, c'est la tâche 3 normalement, et les données de cette tâche, ils ont donné un petit tableau sur lequel il y a la première vitesse et la deuxième vitesse. Premier temps et deuxième temps, d'accord? Et au lieu de se casser la tête et laisser ça aux élèves à la chercher, ils ont déjà donné n. Comment calculer n? Puisque n, normalement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et la formule, elle est donnée. Ils ont aussi donné le graphe. Ça, c'est le graphe. Le graphe auquel on a CT, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'abscisse à l'origine. Et en même temps, il a été bien à l'échelle logarithmique. Ça, c'est une échelle logarithmique. Et on a des valeurs. Vous remarquez que vous avez des valeurs pour T1 et T2. Et pour V1 et V2. D'accord? Alors, V2, V1, donc ça va être là, à peu près 480. Je crois c'est autour de 380, on va voir sur le tableau. Oui, 380, c'est ça, 380. Donc V2, c'est 380. Ça, c'est V2, 380. Ça, c'est V1, 200. Et puis, on a aussi V1, 200. Alors, V1 c'est 200. Pardon, T1 c'est 10. Alors, T1 c'est 10, c'est là. Ça, c'est T1. Et ça, c'est T2. 2. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande ici de déterminer le coefficient n en utilisant les données prélevées du diagramme. VCT. Donc, il faut aller au diagramme et chercher notre n. Donc, n normalement, il faut la calculer. Il faut la calculer en fonction de ce qui est donné. Donc, log de 2 moins log de 10 sur log de 380 moins log de 100, ça va donner moins 2,5. Prélever CT graphiquement, puis déduire CV, sachant que CV égale CT à la puissance moins 1. Alors, si on prend le n qui est égal à moins 2,5, c'est-à-dire celle que j'ai calculée tout à l'heure, je peux directement chercher CV, puisque CV elle est égale à CT à la puissance moins. Donc, le seul astuce ici, c'est le seul astuce que nous avons ici, c'est de faire attention au signe négatif. Donc, une fois, évidemment, on cherche notre CT, il est ici, il est au point 500, donc 500, et on fait
et on fait directement l'injection de CT ici. Donc, moins 2,5, ça va donner 2,5, ça va donner 5, 6, et on vérifie. Je ne dépasse pas les limites. Maintenant, je détermine VC. Alors, si je veux déterminer VC pour une deuxième vitesse, c'est-à-dire pour une durée de vie de 30 minutes, je peux directement chercher ma vitesse, et ma vitesse est trouvée ici. Donc là, j'ai un troisième exercice qui est donné, ça aussi c'est donné aux élèves, c'est donné à nos élèves. Donc, je peux lire directement quelques questions et ça c'est laissé à nos élèves. Déterminer les coefficients de Taylor, déterminer la durée de vie, calculer le nombre de pièces, calculer l'effort de coupe qui est au premier chapitre. Deuxièmement, calculer aussi la puissance de coupe et calculer la puissance moteur. Ça, c'est des exercices qui permettent de se rappeler un petit peu de Taylor et en même temps de la puissance de coupe. Merci et à la prochaine.